Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part ce vendredi à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso du Congo, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de son pays. Le point à suivre en ouverture de journal avec notre reporter Viviane Haïma. La coopération États-Unis-Côte d'Ivoire, Inde-Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement Patrick Achi a accordé hier jeudi en fin de journée audience aux ambassadeurs des États-Unis et de l'Inde en Côte d'Ivoire. Ces ambassadeurs venus réaffirmer le renforcement de la coopération économique de leur pays avec la Côte d'Ivoire. Le mois de Ramadan, une période de grande consommation de sucre, de lait et de riz. Pour s'assurer de la disponibilité en qualité et en quantité de ces denrées alimentaires, le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité plusieurs entrepôts. Ces prix n'ont pas changé. Le ministre du Commerce et de l'Industrie rassure, le gouvernement fera tout son possible pour les maintenir dans leur état actuel. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Direction le Congo-Brazzaville, où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part ce vendredi à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso du Congo, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de son pays. Viviane Haïma. Arrivé la veille à Brazzaville, en provenance de la France, où il effectuait ses séjour depuis le 9 avril, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce vendredi 16 avril à la cérémonie d'investiture de son homologue et ami, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu pour un nouveau mandat à la tête de son pays. Au terme du scrutin présidentiel qui s'est déroulé le 21 mars dernier, le peuple congolais lui a réitéré sa confiance en lui donnant la victoire au premier tour avec 88,40% des voix pour un taux de participation de 67,55% des votants. À l'aube de son 4e mandat à la tête de son pays, le président Sassou Nguesso, qui comptabilise 36 ans de pouvoir séparés par une alternance de 5 ans, est considéré désormais comme le plus ancien des chefs d'État africains. Son investiture ce vendredi 16 avril 2021 pour un nouveau mandat de 5 ans a vu la présence à Brazzaville d'une vingtaine de chefs d'État du continent, au nombre desquels le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. La cérémonie d'investiture a été marquée par la prestation de serment du président nouvellement élu devant le Conseil constitutionnel et sa première allocution au cours de son nouveau quinquennat. La cérémonie a pris fin par une parade militaire ponctuée par le tir de 21 coups de canon. À l'instant dans les titres, ici en Côte d'Ivoire, parlons de coopération États-Unis-Côte d'Ivoire, coopération Inde-Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement Patrick Achi a accordé hier jeudi en fin de journée une audience aux ambassadeurs des États-Unis et de l'Inde en Côte d'Ivoire. Ces ambassadeurs venus réaffirmer le renforcement de la coopération économique de leur pays avec la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. En fin de journée ce vendredi, le chef du gouvernement, Patrick Achi, reçoit l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Richard Bell est venu dire toute sa conviction quant à la dynamique nouvelle de développement impulsée dans le pays. Monsieur le Premier ministre m'a fait l'honneur de me recevoir et je l'ai félicité pour sa nomination à la tête du gouvernement. Nous nous connaissons bien parce que dans son rôle précédent en tant que ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il était très impliqué dans le domaine de la coopération bilatérale et je lui ai réaffirmé le respect et la confiance du gouvernement américain. Vraiment, nous sommes convaincus que la Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de potentiel. Et nous sommes très optimistes et c'est bien pour cela que nous sommes heureux d'investir dans l'avenir de ce pays. Jeudi en fin de journée, c'est l'Inde qui, par la voix de son ambassadeur, réaffirmait sa volonté de renforcer sa coopération économique avec la Côte d'Ivoire. L'Inde va renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans un partenariat gagnant-gagnant dans les domaines de la santé, de l'industrie pharmaceutique, pour s'étendre à la lutte contre la maladie à coronavirus qui sévit en ce moment dans le monde.
En outre, nous pourrons explorer les domaines tels que l'agriculture, l'industrialisation et le renforcement des relations de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples. L'Inde se positionne comme le 8e client et 4e fournisseur de la Côte d'Ivoire. Le pays reste à ce jour une porte d'entrée importante sur le marché de la CEDEAO, une communauté dotée d'un marché de plus de 350 millions de consommateurs. Sortant des parvis de la primature et parlons de sécurité à présent. Il y avait de l'animation ce vendredi dans la cour de l'école de police d'Abidjan où s'est tenue la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes aux élèves commissaires de la 43e promotion 2019-2021. Ils sont 133 nouveaux commissaires qui viennent renforcer les rangs de la police nationale, jugés aptes par leurs formateurs. Ils ont reçu leurs épaulettes, couronnement de 2 années de formation de la main du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, du président de la commission électorale indépendante. Parrain de cette cérémonie, ces nouveaux commissaires ont été invités à cultiver, mieux pratiquer les vertus de loyauté. Abou Sanou. Ils ont été déclarés aptes à exercer la fonction de commissaire de police. Ils sont 133 élèves, issus de la 43e promotion 2019-2021. Et ils ont tous achevé leur formation académique jalonnée par l'enseignement de 27 disciplines, assortie de contrôle continu des connaissances et de 2 évaluations partielles, d'un stage pratique dans les services de la police nationale et de la soutenance d'un mémoire de fin de formation. Ils viennent grossir les rangs de la police nationale pour le service des populations et de la République, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et du président de la commission électorale indépendante, Coulibaly Ibrahim Kubier. Ils vont solliciter le parrainage de leur promotion. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme parrain Monsieur Coulibaly Kubier Ibrahim, président de la commission électorale indépendante. Parrainage accordé, ces nouveaux commissaires vont recevoir leurs épaulettes couronnement de 2 années de formation des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et du président de la commission électorale indépendante, Coulibaly Ibrahim Kubier. Une remise de grade qui consacre leur intégration définitive dans la grande famille des commissaires de police. Ils seront à cet effet exhortés à la loyauté, à la probité et à la rigueur. Je suis très heureux de vous compter désormais parmi mes collaborateurs. Et j'ai bon espoir que nous réussirons ensemble à relever tous les défis sécuritaires du moment. À ceux parmi vous qui tenteront de suivre les traces des rares brebis galeuses, celles qui jettent les discrédits sur la noble corporation de la police nationale, je promets, comme le demande votre devise, toute la rigueur des règlements et de la loi. Coulibaly Ibrahim Kubier a invité ses filleuls à être des modèles de loyauté. Chers filleuls, sachez que j'attends le meilleur de vous. Pour cela, vous devrez vous rappeler tous les jours votre devise et tourner le dos à toutes les pratiques décriées au quotidien, à bon ou mauvais droit, par la population ivoirienne. Je vais vous dire, si vous venez à la police pour vous enrichir, vous en sortirez pauvre. A contrario, si vous venez à la police pour servir la nation avec abnégation, je puis vous assurer, chers filleuls, que vous en sortirez riches. Oui, riches de beaucoup de choses, riches du respect de vos concitoyens, riches de la fierté de vos amis et de vos parents, et solde de tout compte avec la République qui vous sera à jamais reconnaissante. 61 sont issus du concours direct, 68 du concours professionnel, auxquels s'ajoutent 4 recalés de la promotion 2018-2020. Un défilé de troupes à pied a meublé cette cérémonie.
Des caméras radar et des vidéos verbalisation, voici les solutions que propose le gouvernement de Côte d'Ivoire afin de réduire le niveau des accidents de la route. Un système intelligent qui devrait permettre de mieux gérer le trafic routier. Les experts de l'écosystème des transports sont donc réunis à Abidjan en vue d'adopter les projets de texte qui permettront de donner une base légale à ces solutions technologiques. Lanciné Bakayoko. Dans le domaine des transports routiers, les embouteillages représentent un coût socio-économique important en termes de pollution de l'air, de consommation de carburant et surtout de perte de temps par les usagers. Ce système de transport intelligent qui fait référence aux applications du numérique vient résoudre les problèmes de mobilité et de sécurité. Il s'agit d'implanter un certain nombre d'équipements, de dispositifs permettant notamment d'améliorer la gestion de la congestion routière, de mettre en place un système de gestion d'une fourrière administrative et moderne permettant d'assurer une meilleure fluidité au niveau donc de la circulation. La détection rapide des infractions au code de la route qui sous-tend le système de transport intelligent va faciliter la verbalisation des contrevenants et le paiement des amendes. Il est évident que les nouveaux systèmes qui vont naître vont être parfois en contradiction ou vont heurter les systèmes existants. Il est bon de réfléchir sur les textes qui vont les accompagner, qui vont accompagner ces réformes-là. Après le travail des experts issus des différentes administrations publiques, les projets de texte vont prendre la direction de l'Assemblée nationale pour être transformés en loi applicable à l'ensemble des usagers de la route. Nous sommes dans le mois de Ramadan, une période de grande consommation de certains produits comme le sucre, le lait et le riz pour s'assurer de la disponibilité en qualité et en quantité de ces denrées alimentaires qualifiées de première nécessité. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité plusieurs entrepôts à Treichville, à Tékoubé et dans la commune de Yopougon. De cette visite de terrain, Souleymane Diarra-Souba ressort satisfait car après observation, les prix de ces denrées alimentaires n'ont pas changé. Il rassure les consommateurs de l'engagement du gouvernement à tout faire pour maintenir les prix des produits alimentaires dans leur état actuel, voire de les améliorer si possible en faveur des consommateurs. Walter Amadou Ouattara. Dans ces entrepôts situés en zone portuaire dans la commune de Treichville, il y a divers produits alimentaires. Le responsable des lieux affirme avoir le stock nécessaire pour satisfaire les sollicitations en cette période de forte demande. Toutes les denrées alimentaires sont disponibles actuellement à travers notre dépôt et nos magasins. Le lait en boîte est resté toujours le même. La tomate a pris un tout petit peu d'augmentation et à côté de ça, les autres produits, pas spécialement, rien n'a bougé. C'est justement pour s'imprégner de la réalité sur le terrain que le ministre du Commerce et de l'Industrie effectue le déplacement. Après Treichville, c'est la commune d'Atekoubé qui reçoit la délégation. Ici, on rassure également. Disposition qui est prise pour alléger la souffrance des populations et afin que l'assiette ne coûte pas cher. Le sucre roux, il a 29 000, le sucre blanc, il a 32 000 francs CFA. En termes de riz, ça dépend des marques. Les prix varient en fonction des différentes qualités. Le lait est un produit sollicité pendant le mois de Ramadan. Un des grands industriels qui approvisionne le marché ivoirien est confiant par rapport à son stock. Vous pouvez voir ici, il y a suffi pour tout le monde. Nous avons aussi une autre place, il y a plus de stock. Donc nous avons produit un peu avant, extra pour ce mois et le prochain mois. Donc pas de problème. À la fin de cette visite, le ministre du Commerce et de l'Industrie affiche sa satisfaction. Les prix qui sont pratiqués durant cette période n'ont pas connu d'évolution par rapport aux prix pratiqués avant la période de Ramadan. À ce niveau, nous avons tous constaté que les stocks, notamment portant sur les produits de riz, de sucre, d'huile et de lait, sont disponibles au niveau de tous les entrepôts que nous avons visités et tous les opérateurs nous ont donné l'assurance qu'ils prenaient toutes les dispositions afin que tous nos marchés soient approvisionnés. Le besoin national en riz est de 1 300 000 tonnes. Ce besoin en sucre est estimé à environ 300 000 tonnes l'année. Et l'actualité, c'était également ce communiqué qui émane du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui renseigne sur le déroulement de la cérémonie de remise des charges qui s'est tenue en présence du ministre Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence à Boussanogo.
Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, et les membres de l'institution, à l'occasion de la cérémonie de remise des charges en présence du ministre Abdourahmane Sissé, secrétaire général de la présidence, ont observé une minute de silence en l'honneur de Cheikhoul Aïma Traoré Mamadou, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Cet auguste dignitaire religieux, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM de Côte d'Ivoire, était un homme d'État ayant servi la nation à divers égards et également un éminent membre du CESEC qui a contribué de manière significative aux travaux de notre institution. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et les membres de la Chambre consultative adressent leurs sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre défunt et expriment leur profonde compassion à l'ensemble de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, en mémoire du service rendu à la nation et particulièrement de sa contribution inestimable aux délibérations du Conseil économique, social, environnemental et culturel et pour témoigner de la reconnaissance de ses mérites républicains. Un hommage institutionnel lui sera rendu le jeudi 22 avril 2021 au siège de l'institution. Un communiqué lu par Abou Sadogo. Dans la nouvelle configuration gouvernementale du Premier ministre Patrick Hachi, le ministère de la Ville est désormais logé au sein du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. La passation de charges a eu lieu entre le ministre François-Albert Amicha et le ministre Bruno Nabagné-Koné. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est engagé à approfondir la réalisation des chantiers de restauration des villes. C'est ce que nous rapporte Cheikh Koné. Après 3 années d'existence, le ministère de la Ville ne figure plus dans le gouvernement de Patrick Hachi. Il est désormais logé au sein du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. François-Albert Amicha, ministre sortant de la Ville, a transféré les dossiers au ministre Bruno Nabagné-Koné. 5 axes stratégiques déterminent la politique nationale des chantiers que doivent poursuivre le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. À cette politique nationale de la Ville s'adossent plusieurs chantiers et projets qui vous seront transmis. Il s'agit du dossier des nouveaux outils de planification urbaine portés par 2 initiatives majeures, à savoir le programme de développement des pôles urbains, secondaires, villes intermédiaires et l'atelier international d'urbanisme de San Pedro autour du sujet de la cité portuaire à la métropole côtière, ainsi que le projet de décret portant répression des installations anarchiques en zone urbaine. Héritant des dossiers de l'ancien département ministériel, le ministre Bruno Nabagné-Koné a rassuré le ministre François-Albert Amicha et ses collaborateurs d'exploiter et approfondir les chantiers en vue de parvenir à un développement mieux structuré des villes de Côte d'Ivoire. En matière de politique urbaine, nos actions ont permis de disposer aujourd'hui des plans d'urbanisme directeurs des 31 chefs-lieux de région que compte notre pays. Les financements pour l'élaboration des plans d'urbanisme de détail de ces 31 chefs-lieux de région sont en cours de mobilisation, à l'exception de ceux de Boaké et de San Pedro, qui sont présentement en cours de finalisation. Le ministère de la Ville a été créé le 10 juillet 2018. Il avait pour objectif la promotion des villes inclusives, productives, vertes et résilientes. Un reportage de Cheikh Koné. Depuis l'année 2019, la pandémie à coronavirus a mis le secteur culturel en situation de quasi-détresse. Plusieurs festivals ont malheureusement tiré leur révérence du fait de cette pandémie. Quelques-uns essaient tant bien que mal de résister à la charge. De nombreux projets engagés ont eu à connaître de brusques interruptions ou à subir certains réaménagements. Une chose est certaine, le monde des arts, du spectacle a été durement impacté. Comment le coronavirus a impacté l'organisation de ces festivals et activités culturelles fortes de plusieurs régions du pays? Comment les initiateurs de ces festivals ont dû s'adapter pour trouver le bon pied sur lequel danser pour ne pas trébucher? Ou si vous préférez, comment se sont-ils réappropriés les nouvelles réalités telles les mesures barrières pour donner quelques chances de survie à ces festivals? Réponse à ces questions dans ce dossier de Franck Quadio. Une journée de travail ordinaire pour ce jeune manager d'entreprise à Katano et dans l'événementiel. Bonjour. Bonjour, bonsoir. D'accord. Le projet de Boaké. Réunion, débriefing et télétravail, la pandémie à coronavirus a réduit la palette d'activités.
Depuis l'annonce des mesures restrictives, notre activité a pris un gros coup. On a vu des projets d'abord se faire reporter. Et au fur et à mesure qu'on avançait, ces projets justement ont fini par s'annuler parce que justement, je vous donne un exemple pour un festival par exemple sur lequel on travaille. Une fois que c'est reporté, il faut pouvoir prendre des dispositions pour pouvoir la réorganiser. Et bon, voilà, ça finit par s'annuler. Nous étions en train de travailler sur 3 grands projets de mariage qui tournaient autour de 30 millions de chiffre d'affaires. Ces projets se sont vus reportés pour 6 mois après. Attendre et espérer. L'alternative pour plusieurs structures de ce type, qui à 60 et 70% travaillent avec des promoteurs événementiels, le marché est réduit. Quelques concerts et peu, voire très peu de festivals, par exemple. Nous sommes prestataires pour les festivals. Nous faisons l'accompagnement, le déploiement logistique pour les festivals. Et donc, depuis l'annonce des mesures restrictives, il faut reconnaître que les projets de festivals sont vraiment en berne. Les festivals, justement, parlons-en. L'activité en recrudescence avant la pandémie a pris aujourd'hui du plomb dans l'aile. Rendons-nous à Divo. Nous sommes dans le centre-ouest du pays. 11 décembre 2020. C'est la réunion bilan de la 10e édition du Diaka Festival. L'activité a pu se tenir de justesse. Le coronavirus est passé par là. Nous avons perdu beaucoup de partenaires, mais pour nous, c'était une édition de défi, à savoir mettre les parents, mettre les populations dans un contexte difficile, ensemble, pour parler de la paix. Mais il a fallu, selon le promoteur, ajuster les prétentions. Le budget prévisionnel d'août 2000, qui devait permettre d'organiser le Diaka Festival en août, était de 58 millions. Nous revenons à 22 millions. C'est plus de 50% que nous perdons. Les mêmes contraintes rencontrées ailleurs. À Bunda, nord-est du pays, le Festival du Bunkani, soutenu par le conseil régional, comme l'explique son président, a aussi connu un réaménagement conjoncturel. Nous avions en général au niveau du conseil régional un soutien de 60 millions que nous apportons pour la réalisation du festival. Cette année, nous sommes tombés à 50%, donc à 30 millions que le conseil a pu payer parce que toutes les collectivités ont dû être frappées par une restriction budgétaire due aux recettes étatiques même qui ont dû être impactées. Le défi du maintien des activités en dépit de la pandémie, la solution a été l'adaptation aux règles sanitaires. Les populations à l'intérieur n'ont pas toujours accès à la bonne information. Il nous faut, nous, en tant qu'élus locaux, en tant que représentants de ces populations, revenir vers elles et leur donner la bonne information. Donc, nous avons dû faire de nombreuses tournées. Nous avons mis à disposition de ces populations-là les kits sanitaires pour leur permettre le lavage des mains, pour le port du masque et les exhorter à s'y habituer. Il a fallu faire d'autres campagnes de sensibilisation pour amener les gens à comprendre que le festival allait se tenir, mais pas comme les autres années. Et qu'il faille respecter donc certaines dispositions pour permettre que les vies ne soient pas mises en danger. Et ça, les populations l'ont bien compris et elles nous ont suivis dans ce sens-là. Promoteurs privés ou soutien aux collectivités, la constante est pour tous le coronavirus qui aura impacté l'organisation des activités. D'une année à l'autre, la pandémie est restée tout aussi présente. Région des Lacs, centre de la Côte d'Ivoire, nous sommes au début de la période pascale. Le village d'Akbesekro se prépare à fêter Pakinou. Les festivaliers viendront pour la plupart des grandes villes, notamment de la capitale économique, Abidjan. Réunion de crise chez le chef du village. Pas trop peur de nos parents qui vont venir des Basses-Côtes, ils vont venir de Soubré, Bio, dans la zone forestière. On n'a pas trop peur. On a plus peur de nos enfants qui vont venir d'Abidjan. Parce que quand on fait les statistiques en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan qui nous inquiète. Donc nous allons faire ce qui est à la limite de nos possibilités. Paris, le village de point de lavage de mains, de distribution du cache-nez, nous n'aurons pas l'occasion de vérifier la pratique, mais un constat, les mesures barrières sont au centre des pratiques culturelles, désormais. On vient de finir la réunion. L'année passée, on n'a pas pu fêter à cause de cette maladie. Mais cette fois-ci, si on suit les mesures, l'année qui arrive, 2022, ça sera bien fort que ça et ça sera bien organisé. Manifestation publique avec les moyens du bord.
La tutelle cependant garde son droit de regard, direction de la promotion des arts et de la culture. Ici, la question du suivi des activités culturelles est une préoccupation. Un plan de soutien à la création artistique, mais aussi à ses acteurs, a été élaboré. Il y a eu plusieurs mesures d'accompagnement. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel était doté d'un budget de 150 milliards. Et ce n'est pas seulement pour les acteurs culturels, mais tout ce qui est secteur informel. Il y a eu 1740 acteurs qui ont bénéficié à ce jour de ces fonds. Et ces informations sont consultables sur le site du ministère de la Culture et de la Francophonie. La pandémie, installée comme réalité sociale et culturelle, effet induit un nouveau mode de collaboration dans le domaine des arts et du spectacle. Nous sommes en train de travailler, encore échanger avec les opérateurs culturels pour éviter de blâmer les uns et les autres, pour voir comment est-ce qu'ensemble, chacun, c'est-à-dire eux et nous, on puisse s'entendre sur le contenu de ce qu'il faut pour pouvoir organiser votre événement en respectant les mesures, les gestes barrières qui ont été édictés par le gouvernement. Respect des mesures barrières comme unique alternative à l'embellie du secteur, les manifestations culturelles et patrimoniales plus que jamais mises à l'épreuve. Face à la réalité du coronavirus, l'espoir du lendemain meilleur reste de mise. Le monde culturel très affecté par la pandémie de Covid-19, il faut continuer de faire attention, la maladie est toujours présente dans nos murs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 16 avril 2021 30 nouveaux cas de Covid-19 sur 2497 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 68 guéris et 1 décès. À la date du 16 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 474 cas confirmés, dont 44 993 personnes guéries, 274 décès et 207 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 567 714. Le 15 avril, 4 634 personnes ont été vaccinées, soit un total de 91 901 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et chacun s'organise comme il peut pour faire face à la maladie. À Madagascar, les écoles de toute l'île referment leurs portes. Une décision prise en Conseil des ministres pour éviter la propagation du coronavirus depuis quelques semaines. Le pays fait face à une deuxième vague de contamination au Covid-19 plus virulente et plus meurtrière que la première. Une décision qui soulage parents et professeurs des zones les plus touchées par la Covid-19, mais les risques de décrochage scolaire inquiètent également. Parlons également de culture. Le 40e anniversaire du Popo Carnaval a été l'occasion pour les responsables de ce festival d'honorer leurs partenaires. Des médailles leur ont été décernées au cours d'un dîner-gala organisé à Beaunois pour leur action de soutien à la promotion de la culture à Bouré. Issa Chonayeo. 40 éditions au service de la culture à Bouré. Danse du terroir, déguisement, concours à Oulaba, ébé et de Miss sont autant d'activités qui ont permis, pendant le Popo Carnaval de Beaunois, de mettre en lumière tout le potentiel culturel du peuple abouré et hiver. Le commissariat du festival pour le 40e anniversaire marque une pause pour récompenser les partenaires au cours d'un dîner gala. 40 ans, c'est la maturité, mais il faut dire que la pandémie nous a freiné un peu. C'est comme si aujourd'hui c'est un Popo de transition. Chaque année, nous ressortons les activités culturelles au sein du Popo. Donc ça permet à tous à la jeune génération de découvrir la culture. Donc pour cela, on peut conclure que ça permet à ce développement-là. Cette longévité, le Popo Carnaval de Beaunois, la doit au travail acharné des partenaires, dont la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Des médailles sont donc remises en guise de récompense aux responsables de ces partenaires. Nous sommes très honorés d'avoir reçu donc cette médaille. Nous avons permis en 10 jours aux festivaliers de passer des moments de convivialité, tout en alliant culture, tourisme et éducation.
nous avons passé des moments vraiment féeriques. Et nous avons été le trait d'union justement qui a permis à cette fête de connaître davantage de succès. Le Popo Carnaval, c'est aussi le brassage des peuples et des cultures. Une ouverture saluée par le représentant du maire de Bonois. En pays à Bouré, nous sommes pour le dialogue. En son temps, Boundiali a été nos frères invités ici. Donc nous sommes là toujours ouverts au dialogue. Nous, surtout à Bonois, nous sommes un peuple de dialogue. Ce dîner-gala a été l'occasion pour les organisateurs du Popo Carnaval d'exhorter les partenaires à continuer à soutenir le festival. L'actualité, c'est aussi cette triste nouvelle, ce bateau qui avait à son bord des migrants et qui a chaviré en pleine mer au large des côtes tunisiennes. 20 migrants qui tentaient de rallier l'Europe depuis les côtes tunisiennes ont péri et 17 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation de fortune. Les recherches de survivants ont été interrompues en raison de mauvais temps, c'est ce qu'ont indiqué ce vendredi 16 avril les autorités tunisiennes. Les passagers de cette embarcation étaient tous des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne selon les autorités tunisiennes. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.